Le sénateur Aristote est mort. Il a été violemment assassiné alors qu'il était candidat à la présidentielle sous la bannière de son Parti international du bien-être. Le 36 quai des Orfèvres mène l'enquête, une enquête qui conduit l'équipe du commissaire de la Joie dans les méandres de l'économie politique. Vous l'avez compris, c'est de littérature que l'on parle avec notre invité. John Marcus, merci d'être avec nous. Vous êtes l'auteur de L'homme qui rêvait, Aristote, aux éditions L'autre édition. Dans ce livre, vous revisitez l'économie et vous faites une dénonciation forte de la marche du monde telle qu'on la vit, telle qu'on l'a subie, à vous entendre. La trame de votre livre, c'est surtout une critique sociale assez virulente. Oui, comment d'ailleurs ne pas la faire aujourd'hui, vu que les chiffres et puis l'état du monde est vraiment critique. Donc l'idée plutôt par rapport à cette série, c'est d'essayer de s'adresser au grand public et d'essayer effectivement de démonter un certain nombre de dogmes, de paradigmes qui sont officiellement assénés tous les jours par une pensée dominante, il faut le dire, même sans tomber dans la caricature, et de faire en sorte que, avec l'espace récréatif de la littérature, on puisse aussi s'initier à l'économie, c'est-à-dire des mécanismes qui sont difficilement compréhensibles habituellement par des gens comme moi d'ailleurs, pour mettre vraiment le focus, faire en sorte aussi que le citoyen lambda puisse se réapproprier le débat public. Alors, quand je disais que votre critique est virulente, c'est que vous parlez d'un monde en état de siège, d'un coup d'État permanent de l'économie. Mais pour vous, la dictature économique n'est pas une fatalité et c'est la raison pour laquelle vous avez écrit ce livre. Absolument. Non, parce que je crois qu'il faut retourner aux fondamentaux. Il faut d'ailleurs retourner à la Grèce, à notre mère réelle, c'est-à-dire se reposer des questions de ce qu'est finalement l'homme sociétal. Est-ce qu'on est resté dans une ère barbare, dans une ère où l'animal a finalement peu évolué, où chacun pour soi doit rester la règle, ou si le fait de société nous impose un certain nombre de choses, et notamment un peu de compassion, un peu de compréhension, et puis surtout d'envisager de vivre mieux ensemble. Et la Grèce a posé ces fondements-là, c'est-à-dire que l'économie n'est qu'un outil de la vie en société. Et aujourd'hui, c'est pas du tout ça qui se passe. C'est-à-dire qu'avant, on est parti de l'éthique, on a défini la société que l'on voulait, la société des hommes que l'on voulait, et en fonction de ça, on a défini un projet politique. Et vous rappelez d'ailleurs, pardonnez-moi, vous rappelez que l'économie est une science sociale. Absolument, et une science sociale, absolument, qui n'est pas forcément toujours exacte, c'est le moins aussi qu'on puisse dire. Et d'ailleurs, il y a une discussion assez intéressante, je pense, qui est une approche épistémologique, sans que le mot fasse peur, justement, où j'essaie de montrer, pas moi, mais par rapport à des penseurs, évidemment, que j'utilise, toute l'inexactitude d'un certain nombre de théories qu'on nous assène comme réelles, vertueuses. Et donc voilà. Il y a donc dans ce livre un certain nombre de principes que vous passez en revue, de théories que vous passez en revue, on ne peut pas toutes les citer, mais qu'est-ce qui a déterminé votre choix en fait ? C'est surtout d'aller chercher dans des alternatives qui étaient plus ou moins crédibles et que l'histoire officielle a enterrées. Je pense notamment à l'un des premiers économistes hétérodoxes, puisqu'on les appelle hétérodoxes parce qu'ils ne suivent pas la ligne officielle, qui était donc Jean de Sismondi, qui est un témoin particulièrement privilégié parce que lui, il a vécu la révolution industrielle. Et dès ce moment-là, il se pose des questions, alors qu'il a été un adepte d'abord de l'école classique, de Adam Smith, de cette main invisible qui réglerait tout. Et lui, il se dit, il y a quand même déjà une première contradiction. On arrive à une époque où on n'a jamais produit autant de richesses, et on nous dit que ce sont des richesses, tous ces biens matériels que nous produisons, et à la fois, on a la misère la plus grande de l'histoire. Et ce fait-là, déjà, pose une contradiction. Il va continuer comme ça, etc. Et il va d'ailleurs précurseur de beaucoup de choses, puisque notamment la plus-value marxiste lui doit beaucoup. Il avait inventé la mieux-value, lui. On parle évidemment de capitalisme, de marxisme, de socialisme. Il y a beaucoup de notions comme ça qui reviennent, mais quand même, ne l'oublions pas, vous l'avez construit sous forme de roman, de polar en fait. Pourquoi ce choix d'essai romancé en fait ? Vous basculez entre les deux tout le temps. Oui, alors déjà, donc cet ouvrage s'inscrit dans une série plus large, une série de critiques sociales que j'ai commencé avec un premier roman qui s'appelle L'éclat du diamant, où mon objectif était d'abord de parler au grand public. C'est-à-dire aux gens qui n'avaient pas forcément envie de lire des essais, souvent austères, bien complets. Et donc, justement, grâce à l'espace récréatif de la littérature, d'essayer aussi d'amener un peu de pensée, mais des choses compréhensibles. Mais est-ce que du coup, vous ne craignez pas de perdre à la fois les amateurs de polar pur et dur et à la fois les spécialistes en économie qui peut-être n'y trouveront pas leur compte ?
Alors, ça s'adresse absolument pas à des spécialistes en économie, ou alors là, j'aurais vraiment raté mon challenge. Non, évidemment, c'est difficile. C'est un champ expérimental. C'est du docu-roman, comme on a du docu-fiction à la télé. C'est exactement ça, le propos. C'est clair que c'est un genre à défricher. Donc il n'est certainement pas encore tout à fait abouti. L'équilibre justement parce que ça ne fonctionnerait pas s'il n'y avait pas une vraie enquête, s'il n'y avait pas une vraie histoire policière. Et donc il faut travailler sur les expositions, sur les liens, etc. pour essayer d'avoir quelque chose de cohérent et qui au final amène quelque chose, c'est-à-dire amène une simplification de certains phénomènes qui sont entre guillemets pris par des experts, qui sont gardés par des experts, mais sans tomber dans le simplisme. Cela dit, la lecture reste assez ardue. Le grand public. Vous trouvez ? J'ai trouvé à la lecture du livre que, quand même, malgré tout, on parle de théories qui sont que vous développez, que vous essayez de rendre concret, et c'est souvent le cas. Ça reste quand même. Vous dites que vous adressez au grand public, ça reste quand même assez ardu. Je maintiens. Donc ça veut dire que j'ai pas encore tout à fait réussi le mixage, mais je désespère pas dans les suivants. Mais pour reprendre ce que vous disiez tout à l'heure, quand vous dites je parle beaucoup de capitalisme, etc. C'est en fait j'essaie de redonner du sens à tous ces mots qu'on utilise à tort et à travers et qu'on ne comprend plus. Et d'ailleurs, je rebondis là-dessus puisque souvent on parle d'économie dans ces journaux, par exemple. Souvent aussi, on aborde des problématiques qu'on ne comprend pas, qu'on ne maîtrise pas. Et vous dites, l'économie n'est pas le précaré en fait des spécialistes. Absolument. En soi, c'est un peu révolutionnaire, on n'a pas l'habitude. Non, mais c'est même oui. Alors dans ce cas-là, c'est une révolution citoyenne pour paraphraser quelqu'un qu'il faut faire, parce que l'économie est au centre de nos vies. Donc abandonner l'économie, c'est abandonner nos vies. Et quand j'espère, là c'est vous qui allez me répondre, et c'est les lecteurs qui a priori m'écrivent aussi, quand on arrive à comprendre la monnaie, parce que la monnaie est aujourd'hui dans notre schéma économique quelque chose de fondamental, je pense que j'arrive, je pense même, à faire comprendre les ressorts profonds de la monnaie. Pourquoi il y a une importance. J'essaie d'expliquer pourquoi la croissance exponentielle, mais sans grand théorème, etc., est impossible. Et là, vous avez vu, je remonte jusqu'à très loin, parce que je remonte à la Bible, parce que la mythologie est toujours intéressante. Parce que c'est vrai, quel est le premier rêve de l'homme ? En tout cas, dans cet aspect-là qu'on projette, c'est le paradis. Est-ce que, et ce sera la dernière question très rapidement, est-ce que votre livre peut permettre de comprendre, par exemple, ce qui se passe aujourd'hui en Grèce? On en parle beaucoup, ça reste assez austère. Est-ce qu'on peut comprendre? J'espère bien. C'est en tout cas le but, puisque au-delà de l'aspect économique pur de la crise grecque, qui est incroyable, et surtout des méthodes qu'on s'emploie à imposer à ce peuple incroyable à qui on doit tout. Il faut quand même remettre les fondamentaux en place. Je veux dire, c'est eux qui ont inventé l'idée de la démocratie athénienne. C'est eux. Qu'est-ce que fait Solon? Qu'est-ce que font Lycurgue, Sparte, etc. Ils abolissent les dettes, ils abolissent la monnaie. Et je veux dire, donc, ils nous donnent les pistes. Au-delà de la démocratie, nous donne les pistes économiques pour mieux vivre ensemble et pour essayer de construire une société humaine, sortir de l'âge barbare, du n'importe quoi, de l'accumulation. Le problème, c'est l'accumulation, c'est toujours l'excès. Et la vertu encore grecque, la vertu philosophique, c'est justement l'équilibre entre le pas assez et l'excès. Et c'est à lire donc dans votre livre dont je rappelle le titre, L'homme qui rêvait, Aristote aux éditions L'Autre Édition. Jean Marcus, merci d'être venu sur le plateau. C'est moi qui vous remercie beaucoup. TV5 Monde.